Ah, les noms. C'est à la fois la partie la plus drôle et la plus chiante lorsque l'on crée un personnage. Moi personnellement, j'adore nommer mes OC, puisque dans ma tête, et vous allez trouver ça chelou, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent réels, qu'ils prennent vie en tant qu'entité différente de moi. Et ça, mesdames et messieurs, c'est important. En plus, on peut s'amuser à leur donner toutes sortes de noms qu'on aime bien et qu'on sait qu'on pourra jamais donner à nos enfants parce que ce serait vraiment trop cruel. Exemple au hasard, j'ai un personnage qui s'appelle Marceline. Va appeler ta gosse Marceline aujourd'hui, avec 90% des jeunes qui trouvent que c'est aussi laid et désuet que Gertrude. Non, en vrai, donner des noms c'est vraiment fun. Mais c'est aussi beaucoup de creusage de tête, d'hésitation et de dose de sel. Et ça pour plusieurs raisons que j'expliquerai juste après. Quoi qu'il en soit, nommer un personnage peut s'avérer être très difficile, et même parfois, on peut rester bloqué pendant plusieurs mois avant de trouver le bon nom, parce que vous ressentez tous que le nom de votre personnage est important. Vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais vous avez conscience qu'une fois le nom donné, il vous sera très dur de le changer. Et ça, même si c'est un OC. Mais qu'est-ce qu'un bon nom au final, Opfiction ? Y a-t-il des règles à suivre ? Et a-t-on vraiment besoin de se creuser la tête comme tu dis ? Il suffit de donner un nom qui nous plaît à nous. Mais attendez, on va y venir. Ce n'est que l'introduction. Et avant de commencer quoi que ce soit, de toute façon, laissez-moi vous dire. Bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez compris avec le titre et ce monologue pour le moins conflictuel avec moi-même que nous allons parler de la nomenclature. Parce que, si vous l'avez pas compris, je m'inquiète fortement pour vous, hein. En toute affection, bien sûr. Cette vidéo est ainsi la troisième et dernière partie de cet atelier création d'OC LGDC. Et tout comme les deux autres, que je vous invite à regarder si c'est pas déjà fait, celle-ci sera importante si vous voulez créer un personnage de la guerre des clans cohérent avec l'univers de la saga. Avant de parler spécifiquement de la nomenclature propre à la série, on va revenir sur la base des bases. Qu'est-ce qu'un nom ? Alors, cette question peut vous paraître débile et évidente, genre un nom est un mot ou un groupe de mots servant à désigner un individu dans le but de le distinguer des autres. Le nom, bien qu'il fasse partie de notre personnalité, est donc un simple matricule, un outil en somme. Eh bien non. La définition est correcte dans le sens où le nom est à la base un outil de désignation et de distinction, mais c'est 1 milliard de fois plus que ça. Le nom est bien plus qu'un simple outil, c'est une part de vous. Si vous vous définissez par « je » pour vous dire, vous rendre compte que vous existez, « je » est synonyme de votre prénom. Vous êtes votre prénom. Il n'est pas étonnant, en partant de ce postulat de base, de voir à quel point les gens tiennent à leur patronyme, à ce qu'il soit bien prononcé, bien orthographié par exemple. Mais ça va plus loin. Si vous voulez réussir socialement, retenir et donner de l'importance à son nom fonctionne toujours. A contrario, si vous voulez détruire quelqu'un mentalement, commencez par lui retirer son nom. C'est en tout cas ce qu'ont fait les nazis dans les camps de concentration et d'extermination. Les prisonniers là-bas n'ayant plus de prénom, on leur retirait par la même occasion leur humanité. Ils n'étaient plus qu'un numéro. Tout cela montre bien à quel point le nom est important. Mais on peut ne pas aimer son prénom, vous allez me dire. À ça, je vous répondrai que bien sûr, et ne pas aimer son prénom, c'est pas comme ne pas aimer ses chaussures. Ces chaussures, on peut continuer à les mettre, les changer ou les jeter, sans qu'au final cela ne fasse beaucoup de mal à notre ego. Mais avoir un prénom qu'on considère ne pas nous représenter nous amène à nous trouver des surnoms, voire un autre nom que l'on aimera plus. On peut ne pas aimer son prénom pour sa sonorité, ou les jeux de mots ou railleries qui nous attirent, comme par exemple dans Life of Pi, où le personnage principal du nom de Piscine préfère qu'on l'appelle Pi pour des raisons relativement évidentes. Dans d'autres cas, le patronyme est trop connoté, il a une étiquette négative, comme pour Adolphe, et à l'extrême, un mauvais prénom peut vraiment pourrir une vie. Le prénom est aussi une chose qui nous rend uniques, il nous différencie des autres, il porte une histoire, notre histoire. Et c'est drôle de voir comme une chose qui nous définit autant est rarement un choix de notre part. Il est intéressant d'ailleurs d'étudier la façon dont sont donnés les prénoms aux enfants dans les différents pays du monde. Au Japon et en Chine par exemple, chaque nom a une signification très claire. C'est un peu notre cas dans les pays occidentaux avec des noms comme Gabriel signifiant la force de Dieu. Cependant pour eux, la signification est directe. Yuki, Ichigo, Mingyue. C'est un peu comme si on s'appelait Neige, Fraise et Belle Lune. Cela permet notamment aux parents d'affirmer leurs vœux d'avenir ou de porter chance à leur progéniture. On peut aussi prendre l'exemple des Indiens qui attendaient de voir leur enfant grandir pour lui donner un nom qui lui correspondrait totalement. Bref,
La philosophie derrière les prénoms est absolument passionnante, et je pourrais continuer des heures là-dessus. Vous remarquerez aussi que dans de nombreuses œuvres de fiction, le prénom a un pouvoir certain. Un ennemi qui connaît le prénom des protagonistes mais dont on ne connaît pas le sien impose immédiatement un déséquilibre. C'est un mot qui parfois provoque des sentiments à sa simple entente, comme dans Harry Potter où le nom de Voldemort est tellement craint qu'il est interdit de le prononcer, ou dans Star Wars, l'évocation dans l'épisode 7 de Luke Skywalker étant synonyme de légende, d'espoir et de nostalgie. Mais c'est dans Doctor Who que j'ai pu voir le meilleur exemple du pouvoir du nom et de toute la philosophie qui l'entoure, au travers de toute la série. Cependant, si je commence à vous expliquer pourquoi Doctor Who est magistral, on y sera encore dans 24 heures. Donc ce récapitulatif suffira. Un nom sert à qualifier quelqu'un, à le différencier des autres, mais c'est aussi un mot qui a du pouvoir, qui est autant une personne qu'une histoire, qu'un avenir. Et dans la fiction alors, ça fonctionne pareil ? Eh bien, à peu près. Mais la fiction permet encore plus de subtilité. Et quand je dis que le prénom est la personne, c'est d'autant plus vrai dans une fiction. Il est essentiel que la façon dont vous allez nommer votre personnage lui convienne. Pour ça, il est d'abord important de définir la place du prénom dans votre histoire. Ici, vous avez 2 cas majeurs. Soit vous le nommez pour surligner sa personnalité, le démarquer des autres, soit vous le banalisez, le rendez réaliste. Je vais opposer 2 exemples ici. Dans le film d'animation Chicken Run, il y a de multiples personnages. L'histoire est extravagante et incroyable. Le nom des personnages principaux doit les démarquer des autres de par leur originalité. Cela se traduit par le fait que leurs noms sont répétés régulièrement, qu'ils sont simples et impactants. Ginger pour la poule rousse intrépide et courageuse, Rookie pour le coq américain charmeur et désinvolte. À l'opposé, on a le film Mary and Max qui raconte l'histoire de 2 personnages très solitaires et banals. Leurs prénoms ne se démarquent pas trop, ce sont des noms simples à retenir mais très classiques, voire extrêmement courants. Cela sert à montrer leur proximité avec des gens comme nous, dans un monde comme le nôtre. Ensuite, il faut être au courant du rôle capital d'un nom dans une fiction, et notamment dans la littérature où l'on n'a pas d'image ni de voix pour différencier les personnages. Les noms doivent être uniques au maximum, surtout dans une saga comme la Guerre des Clans qui au fil des tomes accumule quand même plus de 1000 chats nommés. Bref, ils doivent également être les plus simples à retenir possible. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de suivre une histoire où les personnages ont tous des noms compliqués et de vous demander à un moment qui est un tel dont les persos parlent et qui semble si important, mais dont vous avez plus le moindre souvenir. Pour cela, et on parle pas de la Guerre des Clans ici, les prénoms à 1, 2 ou 3 syllabes maximum sont privilégiés. Après, il y a la sonorité du nom. Ça peut paraître stupide, mais la sonorité d'un nom fait beaucoup. Vous n'allez pas appeler Gunther un personnage tout pâle et frêle et tout mimi, parce que ce serait comme lui mettre un pantalon 10 fois trop grand, ça lui irait pas du tout. Pour ça, il faut réfléchir au rythme et aux consonances des syllabes. Certains noms seront doux à prononcer. Mia, Lise, Rémi, Yuki. D'autres seront dynamiques et percutants. John, Killian. Et certains donneront une impression de force. Arthur, Wolfgang, Eric, Charles, etc. Je vais vraiment pas m'étendre plus sur ce sujet-là, parce que déjà que je sens que je fais 10 fois trop de parlotte, on va pas s'en sortir. Enfin, quelque chose à prendre en compte dans le cas où l'on veut souligner les spécificités d'un personnage, c'est la signification et la connotation des noms que vous choisissez. Gardez cependant tout de même à l'esprit que dans la majorité des cas, cette partie-là est tout à fait optionnelle. Ces significations sautent très rarement aux yeux, mais elles sont super fun à chercher et découvrir. Et pour ça, on va passer plusieurs exemples en revue, du plus évident au moins évident. Des noms descriptifs comme ceux utilisés dans la Guerre des Clans donnent directement la couleur. Je prendrai pas en exemple la saga tout de suite, puisqu'on va détailler comment tout ça fonctionne après, alors à la place je vais utiliser My Little Pony. Et oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut avouer que les noms des poneys sont recherchés et très efficaces. Ils doivent caractériser les personnages ainsi que leurs fonctions, mais aussi être reconnaissables parmi tous. Pour cela, Hasbro a choisi des noms rythmés, très souvent en 3 ou 4 syllabes à la fois descriptifs et symboliques. Par exemple, Twilight Sparkle. Le nom est composé de 2 mots, crépuscule et scintillant. Crépuscule rappelle sa couleur, celle de la nuit qui tombe, mais également symbolise la magie et le mystère, ainsi que la frontière fragile, mais qui néanmoins réunit le jour et la nuit. Ce que confirme l'épisode pilote et annonce son futur rôle essentiel à Equestria.
Sparkle est un autre rappel à la magie qui lui donne un côté girly attirant pour le public visé. Et si on devait prendre un autre exemple, je choisirais Applejack. Ça signifie littéralement valet de pommes, évoquant bien entendu son attachement envers sa famille, dont je vous laisse deviner ce qu'il cultive, mais cela peut aussi se traduire par eau de vie de pomme, qui cette fois renvoie au cidre qu'il fabrique. De plus, l'alcool est considéré comme la boisson de vérité, qui correspond complètement à son élément de l'harmonique et l'honnêteté. Et la sonorité de Jack correspond complètement au caractère du personnage, adouci par le mot apple. Ensuite, on a des noms plus classiques et dont le sens est un peu moins visible, mais tout autant symbolique. Et là, on peut citer un milliard d'exemples. Dans Mew Mew Power, chaque nom a pour thème la nourriture et renvoie directement à la couleur qui représente les filles. Dans Pokémon, l'intégralité des noms sont réfléchis pour représenter au mieux ce qu'ils qualifient, et cela de la façon la plus simple et mnémotechnique possible. Dracofeu, dragon et feu, Tortank, tortue et tank, Amphinobi, amphibien et shinobi. Et on peut continuer comme ça longtemps. Et enfin, il y a ces noms que vous pensez qui ont juste été choisis comme ça, mais qui en fait correspondent bien plus que vous le croyez au personnage. Au point où découvrir la signification de certains devient une satisfaction ultime ou une crise d'hilarité quand on voit à quel point les auteurs peuvent être fourbes. Le meilleur exemple que j'ai en tête vient de Tales from Borderland, mais il en existe bien sûr des centaines d'autres dans des centaines d'histoires. Bon, comme peu d'entre vous vont connaître ce jeu et y avoir joué, un peu de recontextualisation s'impose. Si dans Borderlands en général, la plupart des noms font référence à quelque chose, souvent mythologique, comme par exemple Lilith, démon des flammes tentatrice dans la mythologie biblique, qui ici qualifie une femme ultra badass et déterminée, au point où sa moralité devient douteuse et ayant un contrôle surnaturel sur les flammes. C'est dans le jeu de Telltale que l'on a les exemples les plus drôles des noms où le sens colle juste trop bien au personnage. L'un des deux personnages que vous êtes amené à jouer est un homme ambitieux et frimeur, continuellement décrédibilisé et qui s'en prend plein la gueule tout au long de l'aventure. Il vient de la compagnie détestée par les joueurs dont il s'est fait jarter très récemment parce qu'un connard lui a volé la place qu'il convoitait. Ce personnage, qui soi-disant dit en passant est juste affreusement adorable et sympathique, de par son pathétisme et la possibilité qu'on a de le jouer gentil, est amené à faire tout au long de l'aventure le choix de faire confiance ou non à un autre personnage qu'il admire, mais que tout le monde, absolument tout le monde, lui et le joueur compris, savent à quel point c'est un ignoble connard, et que lui faire confiance, c'est basiquement se foutre dans la merde. Et le pire, c'est qu'en tant que joueur, et même en sachant ça, on a envie d'y croire. Eh bien, ce personnage s'appelle Rhys. C'est un nom qui est inconnu, il faut le dire, alors on est tenté de penser qu'il a juste été choisi pour son aspect original et percutant, ainsi que sa sonorité douce qui colle au personnage. Mais pas que. En fait, Rhys signifie littéralement enthousiasme. Et ça, mesdames et messieurs, c'est exactement le problème de ce personnage et de nous-mêmes lorsque l'on joue à ce jeu. Sinon son bro, un petit comptable aux abdos magnifiques qui l'accompagne pendant toute l'histoire, s'appelle Von. Von en gallois signifie petit. Le gars n'est pas grand et s'appelle littéralement petit. Waouh! Les auteurs, vous êtes cruels. Mais enfin, tant qu'on est dans Borderlands, vous pouvez essayer de me convaincre du contraire tant que vous voulez, mais le meilleur nom du monde, celui qui colle le mieux à son personnage, c'est indubitablement Handsome Jack. Enfin bref, faut que j'arrête de fangirliser et que je me reconcentre, c'est bien trop long toutes ces conneries et on n'a pas encore commencé le sujet principal. Cependant, je tenais vraiment à vous expliquer le plus clairement possible l'importance qu'ont les noms dans une fiction. Et j'espère que ça pourra vous aider lorsque vous créerez des personnages qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec la guerre des clans. Je m'excuse quand même si cette partie vous a semblé trop longue. Mais quoi qu'il en soit, jouer avec les significations des noms est un travail très drôle, pas forcément nécessaire dans la plupart des cas, parfois très compliqué croyez-moi, mais absolument essentiel dans la guerre des clans. Et je coupe la vidéo ici. Ne vous en faites pas cependant, la deuxième partie qui va vous intéresser le plus est déjà en ligne. Je voulais juste pas rendre cette vidéo complètement indigeste avec quasiment 1 heure d'informations non-stop. Donc vous pouvez la regarder maintenant ou plus tard, à vous de voir. De toute façon, les deux parties sont très différentes, celle-ci étant vraiment une introduction au fonctionnement des prénoms, et l'autre étant spécifiquement sur la guerre des clans. Bref, je vous y retrouve là-bas pour la suite de cette passionnante conversation. Oui, vous avez détruit mon ego, je vous rappelle.